Je voudrais revenir maintenant sur un autre sujet de géopolitique, cette fois-ci. C'est pour évoquer la visite de Poutine en Chine, donc qui a eu lieu le 20 mai. On voit qu'il est en train de se passer quand même quelque chose. Il y a des renforcements entre les relations, dans les relations russo-chinoises. Il y a notamment cet accord sur le gaz de 400 milliards de dollars sur 30 ans. Il y a de la coopération militaire aussi. Tout à fait. Les ventes des bons du Trésor américain que les deux pays ont fait, etc. Est-ce que le monde aujourd'hui est vraiment en train de changer à vitesse grand V ? Alors, nous, on avait fait un gros numéro de perspective libre là-dessus, sur la multipolarité. Alors, il y a deux aspects. Premièrement, en réalité, le monde change, mais depuis plus longtemps qu'on ne le croit. Pour moi, l'Empire américain a duré 7 ans. De la chute du mur jusqu'aux réformes d'Evgeny Primakov, qui annonce Poutine. Et en 2000, je me rappelle jamais si c'est 2002 ou 2003, l'entrée de la Chine dans l'OMC. À ce moment-là, l'Empire américain s'est acté, c'est fini. La multipolarité est déjà un fait. La multipolarité, c'est pas un projet. Pour tout le monde, le monde multipolaire à venir, tralala, tralala. La multipolarité, c'est un fait d'abord. Un fait de puissance. Elle était quand même peu présente jusqu'au moins la guerre en Syrie. Diplomatiquement, la Chine, vous voulez dire ? Oui, la Chine et la Russie, la Libye, ils ont rien dit. Les Américains la Libye, font parler leur puissance depuis quand même jusqu'en 2014 jusqu'à maintenant, quoi. Sans qu'il y ait personne en face. Si vous voulez, les évolutions que nous voyons maintenant sont tributaires de celles. C'est pour ça que j'arrête aux réformes d'Evgeny Primakov, car sans les réformes d'Evgeny Primakov, il n'y aurait pas eu Poutine. Et il n'y aurait pas eu ce que Poutine a. Il n'y aurait pas eu le redressement qui a été traité, en tout cas chez nous, par Yannick Jaffray dans son ouvrage sur Vladimir Bonaparte-Poutine, qui était où il fait bien parallèle Bonaparte premier consul. Je dis ça pour ceux qui il y a Bonaparte et il y a Napoléon, c'est pas pour rien qu'on fait une césure. Et si vous voulez, l'accumulation de puissance d'un pays qui était mort virtuellement. Je vous rappelle que la modernisation économique de la Russie, d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est 1 million de morts. D'accord. C'est un pays qui était mort. On dansait sur le cercueil de la Russie. 50 ans. Tout le monde se demandait. L'espérance de vie, je crois, avait chuté de 5 ou 6 ans. Enfin bon, tout le monde était prêt déjà à dépioter le territoire russe. Et l'accumulation de puissance lente de Poutine à ce moment-là fait la grande Russie que vous voyez aujourd'hui. D'accord, donc c'est l'aboutissement d'un processus qui a démarré déjà il y a qui a pour moi démarré avec Evgeny Primakov. Du coup, avec cet accord entre la Russie et la Chine, elle devient très visible. Alors, là, ça devient visible aussi pour une raison. À force de taper sur la Russie, on a fait de Poutine l'occidental d'Asie. Parce que là, il ne faut pas méprendre ce que je vais dire. Là, par rapport à la pensée anglo-saxonne, vous savez, nous, Français, la référence ethnique nous débecte. C'est comme ça. Mais pour un Américain, Poutine, c'est l'homme blanc d'Asie. Très clairement. Et ils en ont fait l'occidental d'Asie. Parce qu'il est le seul d'une puissance européanisée ou occidentalisée ou occidentalisable à être en face à face avec la Chine. Et nous l'avons rapproché de la Chine. Je rappelle que Vladimir Poutine a fait plusieurs appels à l'Europe, qui sont parus dans le Spiegel, pas du tout par conciliation avec les Allemands, mais parce que les milieux d'affaires allemands qui tiennent le Spiegel ont payé pour les faire passer. Parce qu'ils font des affaires avec la Russie, tout simplement. C'est quand il parlait du grand marché de... bien sûr. Jusqu'au Kamchatka. Bien sûr. Et aussi le thème civilisationnel qui est assez présent, qui est assez utilitaire dans la pensée de Vladimir Poutine, mais qui est néanmoins présent. Or, à force de lui taper dessus, à un moment, les mains ouvertes finissent par se refermer. Et donc, il va chercher 2 alliés principaux, la Chine d'un point de vue énergétique, l'Inde d'un point de vue technologique. Le grand partenariat technologique de l'Asie,
c'est entre la Russie et l'Inde pour l'instant. Avec la Chine, la coopération militaire se fait, mais n'oubliez jamais que les escarmouches sino-soviétiques, il y a un moment, de part et d'autre du fleuve Amour, on a tiré physiquement. Et surtout, le fleuve Amour, qui représente l'Eldorado énergétique de la Russie, Grande Sibérie, la peur de l'invasion de la Chine. Parce que c'est simple, les rapports sont de 1 à 100 de chaque côté du fleuve Amour. Et à un moment, déjà les migrations pendulaires chinoises sont énormes, mais à un moment, la peur de l'annexion pure et simple de la Sibérie par un déport de population est tout à fait possible. Chez les Russes, cette peur existe. Mais, comme l'Europe n'a pas envie d'un partenariat, de toute évidence, comme l'Amérique est très emmerdée, très emmerdée, parce qu'Obama, beaucoup de gens voulaient qu'il fasse ce qu'on appelle l'atterrissage en douceur. C'est-à-dire qu'il prenne la tangente de calmer la volonté de puissance. Parce que lui, il en a les moyens. Parce que l'Amérique a matériellement des problèmes de puissance. Aujourd'hui, matériellement. Des problèmes, je dis bien matériels. Parce que dans l'immatériel, comme le dit très bien Christian Arbulot, la Russie, les États-Unis sont encore tout puissants, dans les puissances de l'imaginaire. Mais dans les puissances matérielles strictes, eh bien, ils arrivent... C'est une économie qui est en faillite. C'est une économie qui est... Regardez, on va prendre un exemple. Gaz, la fragmentation. Gaz et pétrole de schiste. Ils sont en train de saloper des parts entières de leur territoire pour rien. Il y a même aujourd'hui des estimations. J'en ai lu une vendredi dernier, donc là, pas, il y a 4-5 jours donc. Et il disait que certaines, je ne dis pas que c'est définitif, mais que certaines études sur le principal gisement de gaz de schiste américain estimeraient que 80% du gaz de schiste présent dedans est inutilisable. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple tout bête. Ariana Huffington, du Huffington Post. Bon, on est dans le source autorisée. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle L'Amérique qui tombe. Sur les 3 millions de kilomètres de tubes d'approvisionnement en eau des États-Unis, les 2/3 datent de la guerre de sécession et n'ont pas été refaits. Soit une perte de plusieurs millions de litres de flotte par an. Je cite les aiguilleurs du ciel américains. Vous savez que les Américains, c'est un État-continent, donc ils vont beaucoup en avion. Un aérodrome sur 4 est dans un tel état que je cite les aiguilleurs du ciel américains, dont elle remet les rapports. S'il n'y a pas des crashs tous les jours, c'est, je cite, par l'opération du Saint-Esprit. Et quand on sait qu'un pont sur 3 aux États-Unis menace ruine, excusez-moi, la finance a tellement bouffé ce pays que des parts entières des États-Unis sont en train de se tiers-mondiser. Et puis même au niveau social, il y a 50 millions de personnes qui vivent avec des tickets de rationnement. Donc effectivement, ils ont des gros problèmes aujourd'hui. Puis 60 millions d'Américains, enfin d'États-Uniens, sont illettrés au 2 degrés. C'est-à-dire soit ils sont incapables de lire un texte simple, c'est-à-dire R et E, est-ce que ça fait RE, soit ils peuvent le prononcer, ils peuvent pas le comprendre. Aujourd'hui, ils tiennent quand même encore grâce à leur puissance militaire. L'US Navy et le dollar. Et le dollar. Mais justement, aujourd'hui, la Russie dit qu'il ne veut plus acheter d'hydrocarbures en dollars. On sait que l'Iran, déjà, vend depuis longtemps son pétrole, notamment en or, directement à l'Inde. Est-ce que ça risque pas d'affaiblir considérablement le dollar et à terme même de faire disparaître finalement cette monnaie qui aujourd'hui fonctionne avec la planche à billets? Alors, je vous répondrai 2 choses. Déjà, c'est très intéressant, c'est que ils font un système sans dollars, mais sans euros aussi. Ce qui prouve que les puissances émergentes ne manquent pas d'intelligence. Or, fondamentalement, un système dédollarisé, à cause des réserves de change énormes et de l'absence de contrepartie or de la plupart des grands émergents, l'un des pires cas étant le Brésil, mais surtout même le cas de la Chine. La Chine se retrouve avec 60% de ses réserves en devises qui ne vaudraient pas le prix du papier qui a servi à les imprimer. C'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer d'en vendre, justement. Le gros problème, attendez, c'est que le tout est d'en vendre, mais le tout c'est de trouver un acheteur. Pour les réserves telles que la Chine les a, attendez. Puis surtout, n'oubliez pas que les produits chinois
il faut aussi voir la multipolarité, c'est aussi ça. C'est de voir les pailles et les poutres dans les yeux de tout le monde. La Chine a promis pendant des années, a dit qu'elle allait avoir une classe consommatrice de 300 millions de personnes. Elle a une classe consommatrice de 100 millions de personnes à tout casser. À tout casser. Est-ce que c'est pas en train de changer, ça ? C'est difficilement en train de changer pour des raisons qui sont à la fois sociales, politiques et techniques. Sociales, parce que si le salaire augmente, la Chine n'a pas opéré suffisamment tôt son accès vers son marché intérieur, de faire monter son marché intérieur. Or, elle reste l'usine du monde. Mais si elle augmente trop ses salaires, en plus, je vous rappelle que l'histoire de la Chine, c'est pas du tout le pays confucéen obéissant. C'est des histoires de jacquerie, c'est des histoires de révoltes paysannes et de révoltes de sectes violentes. Or, la Chine peut devenir, surtout que les souvenirs de Mao sont encore très présents, parce que les souvenirs avant n'existent pas. Je vais vous donner un exemple, ce très beau JO que la Chine a fait, avec les costumes traditionnels et tout. La plupart des professeurs qui ont encadré les costumes traditionnels étaient coréens. Parce que les souvenirs de la Chine impériale, Mao avait fait le nécessaire. Alors que les souvenirs du maoïsme sont encore présents dans une part de la population. L'industrialisation est allée très loin dans les provinces du Nord, très industrialisées. L'espérance de vie a déjà reculé de 6 ans. Je vous rappelle que 80% du territoire chinois est en large partie inhabitable, mais surtout non industrialisable. Les fleuves de Chine et les rivières de Chine sont foutus. La plupart ont perdu plus de 80% de leur potentiel poissonnier. Et que les poissons qu'on y pêche seraient, et ça je cite, je ne donnerai pas son nom, mais c'est un officiel chinois qui me l'a sorti. Enfin, qu'il a sorti à un camarade devant moi. Nous, les poissons, on laisse les paysans les manger, mais s'ils vous étaient servis en France, ils seraient classés Céveso. D'accord ? Donc la Chine est aussi un pays qui a des problèmes de développement, des problèmes politiques, parce que même si il y a un organe alors là je vais faire hurler tout le monde, de démocratique, parce qu'il représente 60 millions de personnes, encarté, qui est le Parti communiste chinois. Et c'est le seul autorisé. C'est le seul autorisé, mais les différentes tendances, droite, gauche, etc., sont présentes dans le PC central. Parce que la démocratie tuerait la Chine dans l'état actuel. D'un point de vue de sécurité. Et d'un point de vue de gérer 1,3 milliard, si vous voulez. Disons qu'en tout cas, c'est sûr que ça ne peut pas se faire en quelques années. Voilà. C'est un lent processus et c'est un processus très lent, s'ils le veulent. S'ils le veulent. Moi, si vous voulez, la supériorité du modèle démocratique occidental, moi j'aimerais déjà qu'on fasse la démocratie chez moi, avant de l'espérer pour les Chinois. Or, et chez moi, la démocratie, elle a des problèmes. Or, le grand problème qui se pose, c'est que la Chine a aussi un problème technique. Je vais vous donner un exemple tout bête. La Chine fait des 4x4 voies. Et déjà, on ne peut plus rouler dans les villes chinoises. Dans beaucoup de villes chinoises. Pour une raison qui est simple, ils sont tellement nombreux et tellement concentrés. Rappelez-vous, 20% du territoire. Est-ce que la croissance n'a pas été trop rapide finalement ? Ça, c'est un problème assez... Ça, c'est le problème de tous les États émergents. Ils font des taux de croissance extrêmement hauts qui leur permettent d'avoir des devises. Et qu'est-ce qu'ils font ? Généralement, soit ils font des villes vides, ce que fait la Chine. Donc ils font de l'immobilier généralement. Ça a tué l'Espagne, ça a tué une partie de l'Amérique latine. Ça a flingué, et c'est en train de flinguer la Chine. Mais ça, on ne peut pas leur reprocher. Nous leur avons. Parce que nous avons défini les standards de la modernité. Et nous avons imposé de passer à des... Et quand en plus on se permet de les critiquer pour leur agressivité ou pour leur volonté de puissance, ils ont été obligés de faire en 20 ans ce qu'on a mis 2 siècles et demi de révolution industrielle à faire. Et on se permet de donner des leçons. Le seul qui s'en est à peu près sorti, c'est plus ou moins, parce que lui, son économie a été abattue de l'extérieur, c'est le Japon. Mais le Japon a commencé à s'industrialiser il y a 120 ans. Si vous voulez, la Chine, ça a été beaucoup trop rapide et ça a été... Et surtout, les structures sociales de la Chine.
auront du mal à y survivre, parce que moi, en tout cas, je le vois à partir du Cambodge, qui est un pays que je connais très bien, dans lequel je me suis marié. Si vous voulez, les évolutions sociétales se sont raccourcies, quoi. C'est-à-dire que, si vous voulez, les familles explosent et les modes de consommation font qu'ils sont face à des phénomènes qu'ils n'ont jamais vus, si vous voulez. On est passé en quelques années des enfants qui s'américanisent et qui répondent à leurs parents à des enfants qui peuvent frapper sur leurs parents. Un phénomène que j'ai vu naître, moi, en Asie, qui était impensable dans des cultures type l'enfant roi qui a 2 parents, 4 grands-parents et qui est tout seul, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que la Chine va avoir des problèmes sociaux à gérer, des problèmes politiques, des problèmes techniques, et même des problèmes techniques, parce que finalement il y a cette croissance qui a été extrêmement rapide aujourd'hui. Ils ont beaucoup détruit aussi leur environnement. Tout à fait. Ensuite, ils sont d'un volontarisme politique qui fait qu'il ne faut pas vendre la peau. Pas vendre la peau du dragon avant de l'avoir. C'est devenu, c'est d'ailleurs tout le bien que je c'est devenu aussi la première puissance économique aujourd'hui. Tout à fait. Ils ont dépassé en termes de PIB que les États-Unis. Donc il y a quand même ce bloc russe et chinois qui n'est pas finalement aussi limpide que ça, qui n'est pas aussi fort que ce qu'on voudrait pouvoir le penser. Mais qui rééquilibre. Mais qui existe quand même, qui est en train de se souder. Mais qui existe et qui rééquilibre. Et qui offre un monde multipolaire. Exact. Ensuite, avec aussi les BRICS dont on a moins parlé, mais il y a aussi des BRICS qui proposent maintenant la création d'un FMI alternatif. Tout à fait. Mais premièrement, ça va mettre très longtemps à se faire. Tout comme d'ailleurs l'accord en lui-même. Ça va être du gaz liquide qui va s'échanger. Ce qui va permettre aussi de flinguer le marché du gaz liquide américain. Réponse du berger à la bergère. Mais la densité des tubes. La densité des tubes fait que ce n'est pas... l'accord va nécessiter énormément de création d'infrastructures. Or, donc ça va pas se faire en claquant des doigts. Ensuite, ce qu'on appelle les BRICS sont chacun des stratégies de puissance régionale généralement non agressives. Le Brésil veut régner sur l'Atlantique Sud d'un point de vue, c'est pour ça qu'il fait sa marine de guerre. La Russie entend protéger son étranger proche. La Chine veut récupérer la mer de Chine, dont les Américains devront partir. C'est le fameux collier de perles, ils installent... Alors les colliers de perles, c'est pour éviter l'encerclement par les bases américaines. Ils ont ouvert leur propre base, par exemple à Sihanoukville au Cambodge. Dernière question, Pierre-Yves. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les événements qui se produisent en Ukraine, il y a un risque réel de conflit mondial ? Là, c'est un peu brutal comme question. Oui, c'est brutal. Je pense qu'on va peut-être un peu loin. Attali aime bien balancer ça parce que la guerre mondiale, ça lui fait du business. Avant tout, il fait du business. Mais donc ils vendent la peur. Ça fait 25 ans qu'ils vendent la peur. Mais là, cette déclaration-là va peut-être me coûter très cher, mais peu importe. Il y a un risque de conflit. C'est le principe d'hétérotélie historique. C'est-à-dire que les hommes font l'histoire et ne savent pas l'histoire qu'ils sont en train de faire. Si vous voulez, en 14, les économies étaient en train de s'intégrer, etc. Le taux d'ouverture était supérieur aux années 90. On ne savait pas ce qui allait arriver. Or, aujourd'hui, il y a quand même un homme stable qui est Vladimir Poutine. Rien que pour ça, je pense qu'on évitera le conflit. Très bien, merci Pierre-Yves Roger. Merci.